Je refais une toute petite introduction parce que potentiellement des personnes nous rejoignent maintenant qui n'étaient pas ce matin avec nous. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une rencontre qui vise à poser un cadre de réflexion autour de l'impact éthique et écologique du numérique pour, dans le cadre de cette transition numérique dans laquelle nous sommes tous, poser des éléments pour qu'elle soit le plus responsable possible et se poser la question de notre rôle en tant qu'institution. Nous avons donc eu 2 premières sessions ce matin qui ont été enregistrées et qui seront partagées sur le site tmnlab.com avec un compte rendu. Donc, vous pourrez avoir accès, si vous n'avez pas assisté le matin, à l'ensemble des échanges. Si vous avez assisté également, évidemment. Pareil, on enregistre cet après-midi et on le partagera. Cet après-midi, on a donc 2 sessions. Là, celle de 14 heures, développer une vision sectorielle de la sobriété numérique, et à 15 heures, innover dans un contexte de sobriété. Et je vous rappelle également qu'à 16 heures, on propose un rendez-vous donc en dehors de la thématique de la rencontre qui sera plus sur la question du confinement des semaines à venir, comment le TMNA peut être un vrai espace d'entraide et d'échange pour nous professionnels pendant les semaines à venir. On va donc attaquer ce panel donc aujourd'hui avec nos 2 intervenants, Isabelle Rosa et Maxime Gage. Donc Maxime, co-auteur de Déclic, était ce matin avec nous pour un premier échange et on va pouvoir poursuivre. Là, ce matin, on parlait plutôt des GAFAM notamment et de l'impact et du web aujourd'hui qu'on nous propose et notre responsabilité dedans. Et là, on va plus aborder quelles pistes alternatives on peut explorer seul en tant qu'institution, mais surtout à l'échelle d'un secteur. Et Isabelle, qui était coordinatrice du challenge de sobriété numérique, fondatrice de Women in APIs, programmatrice des API Days, et qui aujourd'hui travaille et est directrice de Vidéo Muséum. Et donc va nous parler aussi à l'échelle de secteur de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place dans ces questions notamment d'écologie et d'éthique numérique. Le premier sujet qu'on a voulu aborder autour de cette question, donc comment penser cette approche sectorielle de la question, c'est le sujet de la mutualisation. C'est un sujet qui a émergé ce matin et que là, on va aller creuser un petit peu plus autour de bonnes pratiques interlieux. Donc Isabelle, c'est toi qui vas commencer sur cette partie et je t'invite à nous présenter ce que tu as pu mener et ta réflexion autour de ces questions. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Anne pour l'invitation et à toute l'équipe du TMN Lab pour l'organisation. En effet, je sais que le TMN Lab, c'est un réseau de théâtre et moi, je vais venir vous parler d'un réseau de musées. Donc, vous vous demandez peut-être à juste titre en quoi ça peut être pertinent. Effectivement, comme tu le disais Anne, ce qui est important, c'est avant tout de parler de mutualisation. Ce que vous avez, je comprends, vu ce matin, c'est en gros comment on peut faire mieux ou autant en refaisant moins les choses, en économisant en tout cas. Donc une des choses qui est importante, aussi bien en termes d'écologie, mais même en termes de bon sens et dans nos vies courantes, c'est d'essayer autant que faire se peut de ne pas refaire en permanence soit ce qu'on a fait avant, soit ce que d'autres autour de nous ont fait. Donc finalement, le projet de Vidéo Muséum que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui peut vous inspirer. Je suis très, très friande de modèles. Je trouve que c'est toujours important de comprendre des modèles qui peuvent avoir des avantages, qui peuvent avoir des inconvénients. L'idée n'est pas d'essayer de les plaquer, mais simplement de vous inspirer. Lorsque vous mettrez en place vos propres projets, vos propres collaborations, vos propres méthodologies de travail. Donc, Vidéo Muséum, c'est un réseau de musées qui a été fondé il y a 30 ans. C'est une très, très grande longévité. C'est un réseau associatif. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui compte, vous le voyez à l'écran, 68 collections. En fait, on a 68 collections en ligne. En réalité, on a 70 collections membres. Il y en a qui sont en train de nous rejoindre, donc ils ne sont pas encore visibles sur le site. Et donc, c'est un réseau qui a été monté dans un but très précis à l'origine et qui était un besoin métier, qui était que lorsque des conservateurs du patrimoine ou des directeurs de FRAC ou simplement des gens dont le métier c'est de faire de l'acquisition d'œuvres pour les collections publiques, eh bien, c'était des gens qui se retrouvaient avec un problème, c'est qu'ils ne savaient pas ils ne savaient pas ce que leur père était en train d'acquérir ou avait récemment acquis comme œuvre d'art. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une base de données
à jour, enfin, voilà, très vivante, mais qui pouvait montrer, j'aime bien cette expression, c'est qui a quoi et ce qui est où. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une vision un peu globale. À l'époque, bien entendu, il n'y avait pas du tout Internet. Et les fondateurs de Video Museum ont eu une idée qui est assez géniale. C'est qu'en fait, plutôt que d'essayer d'aller chercher des données et de faire ce qu'on ferait aujourd'hui en allant chercher en ligne et en récupérant de la donnée en ligne, comme ça n'existait pas, ils ont une idée extrêmement intelligente, c'était de fournir, de travailler à la construction puis à la fourniture d'un logiciel de gestion des collections. En fait, c'est un modèle de plateforme bien avant l'heure. C'est le modèle, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est par exemple le modèle de Doctolib ou de La Fourchette qui fournissent à des médecins ou à des restaurants des plateformes ou des logiciels qui vont leur permettre de faire leur métier. Après, on est dans des plateformes marchandes, donc il y a toujours ce modèle de plateforme qui est j'ai de la donnée, je peux la valoriser de manière marchande. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, mais on est sur un modèle de plateforme. Et aujourd'hui, Vidéo Muséum produit pour ses 70 membres 3 outils numériques. Il y en a un qui est donc, on peut peut-être passer à la slide suivante. Il y en a un, ah oui, pardon. Alors, non, reviens, pardon. J'ai oublié cette slide. Ça, c'est le fruit de Vidéo Muséum, c'est la base commune. Donc ça, c'est la base commune 2020. On a, pour les membres du réseau et les professionnels de l'art moderne et contemporain, un accès à une base de données voilà, qui montre plus de 400 000 œuvres des collections publiques françaises d'art moderne et contemporain. Donc on peut aller voilà, se balader par année d'acquisition, année de création de l'œuvre, bien entendu par artiste et par organisme. Et puis on peut faire comme ça, on peut vraiment explorer et savoir ce que les autres ont et quelles sont les tendances, quels sont les artistes, par exemple, qui sont oubliés, pas assez achetés, pas assez représentés dans les collections nationales, etc. Bien entendu, il y a des tas de travaux aujourd'hui, par exemple, sur le genre des artistes dont les œuvres peuplent les collections françaises. Donc, c'est une base très, très utile. Et si on passe à la slide d'après, aujourd'hui, Vidéo Muséum développe pour ses membres 3 outils. Alors, un qui s'appelle Gécole, qui est vraiment le pur logiciel de gestion des collections. Il est utilisé par les chargés de collection, les régisseurs d'œuvres. Donc, c'est vraiment des gens qui, au jour le jour, vont renseigner les œuvres, raconter, enfin, faire état des mouvements d'œuvres. Est-ce qu'elles sont parties pour une expo? Est-ce qu'elles sont en réserve? Est-ce qu'elles sont en salle? Est-ce qu'elles sont en restauration? Quel est leur état? Est-ce qu'on a un constat d'état? Toutes ces choses qui font les métiers des musées. Le fait que chacun de nos membres utilise ce logiciel fait que dans nos serveurs, on a des données qui sont hyper à jour, puisque ce sont les données vivantes chaque jour des gestions de collection. Et ces données à jour vont pouvoir servir toujours à nos membres dans 2 plateformes, enfin une plateforme qui se décline en 2 modèles, une qui s'appelle Navigart Intranet. Donc la première plateforme, elle est destinée non seulement aux chargés de collection et régisseurs, mais en fait à tout le musée, c'est-à-dire les gens qui travaillent à la médiation, à la communication, au partenariat, à la recherche de fonds. Tous les gens du musée, ils vont avoir accès sur une plateforme full web dans laquelle il suffit de se loguer à toute la collection du musée, les infos à jour, même des infos qui sont très confidentielles, comme par exemple la valeur d'assurance d'une œuvre ou sa localisation. Donc, les équipes des musées vont pouvoir se servir de cette plateforme pour éditorialiser la collection, raconter des choses, faire des fiches sur les auteurs, sur des groupements d'œuvres qui vont pouvoir être des groupements thématiques et raconter des choses autour de la collection. Et ensuite, lorsqu'ils font cela, ils peuvent ensuite diffuser leur collection sur la deuxième partie de l'outil qui s'appelle Navigart Internet et qui est une interface qui correspond exactement à ce qu'on vient de voir à la slide d'avant, qu'on a vu sur la base commune. C'est la même plateforme et qu'on peut encapsuler dans un site et qu'on peut comme ça afficher. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le modèle. C'est aussi ça qu'on va utiliser quand on va faire une fois par an la base commune. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la base commune, elle est publiée une fois par an. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est en temps réel. En fait, c'est une base qui est éditorialisée. Les musées vont notamment décider quelles œuvres ils mettent dedans parce
que, par exemple, il est beaucoup de questions d'acquisition. Les acquisitions, c'est un processus qui est très, très long dans les musées. Donc, on peut avoir des œuvres qui sont dans Gécole, qui sont en processus d'acquisition, mais qui ne sont pas encore tout à fait dans la collection. Donc, on va choisir ce qu'on va mettre dans ces plateformes de diffusion et aussi dans la base commune. Donc, voilà, grosso modo, pour le modèle vidéomuséum. En quoi est-ce que ce modèle est écologico-compatible? Pour plein de raisons. Encore une fois, il n'est pas parfait, mais j'y trouve beaucoup d'avantages. Chez Vidéomuséum, on est une équipe de 7. Avec les développeurs, on peut dire qu'on est, je dirais, 10 personnes en équivalent temps plein. Et on fait le logiciel de gestion de collection et les plateformes de diffusion avec les outils d'éditorialisation pour 70 collections. Certaines de nos collections vont avoir quelques utilisateurs. Le Centre Pompidou, que vous voyez peut-être derrière moi, le Centre Pompidou, qui est un de nos plus gros utilisateurs, a 150 utilisateurs de Gécole en interne. Donc, on est quand même sur des gros outils, des grosses plateformes qui sont faites dans une grande économie de moyens. Tout simplement, si 70 collections prenaient des prestataires pour refaire la partie de leur site internet d'affichage de leur collection, certains le feront, ils peuvent tout à fait le faire, mais c'est énormément d'énergie, d'argent et puis du coup, voilà, d'énergie aussi électrique et équivalent litres d'eau qui seront dépensés. Comme nous sommes associatifs, on a aussi quelque chose qui peut paraître, qui est quand même important, c'est que nous ne sommes pas un prestataire qui va répondre à des appels d'offres. Donc, quelqu'un qui souhaite nous rejoindre peut nous rejoindre et même les appels d'offres, je suppose que pas mal d'entre vous en ont déjà mené, c'est beaucoup de temps, beaucoup finalement d'argent, aussi de budget pour tout le monde. Donc, on peut joindre Vidéomuséum, on peut le quitter, mais nous ne sommes pas à proprement parler un prestataire. Et surtout, la beauté du modèle, c'est la réutilisation. Moi, je dis toujours aux membres, à partir du moment où vous commencez à faire des copier-coller ou à faire des exports et des réimports dans des bases de données, c'est peut-être que les choses peuvent être optimisées. Tout est connecté. Et une fois que vous aurez rentré, vous utilisez Gécole pour gérer vos collections, les données sont automatiquement mises à jour dans vos plateformes de diffusion. Donc, on ne refait jamais, on réutilise ce que nos collaborateurs font. On peut aussi le donner à réutiliser. Lorsque les musées de la ville de Marseille, ceux de la ville de Strasbourg ou ceux de la ville de Paris, pour lesquels il y a plusieurs musées, vidéomuséums dans la ville, eh bien en fait, même si la ville fait un portail des collections, on va tout simplement avoir, on va en parler dans un instant, des API, des systèmes qui font que le portail de la ville va récupérer nos données automatiquement. De même, on met en place comme ça, on participe à des portails qui peuvent être thématiques, tels que des portails sur le design, par exemple. Donc, on réutilise toujours. Donc, on mutualise, on réutilise et on redistribue à l'intérieur d'une institution membre, mais aussi à d'autres personnes, d'autres acteurs du secteur. Donc, pour tout cela repose sur une solution technique que vous avez peut-être déjà évoquée ce matin. Malheureusement, je n'ai pas pu être des vôtres, je ne sais pas, qui sont les API dont on parle dans cette slide. Donc, les API, ce sont des interfaces de programmation d'applications. J'adore cet acronyme parce que même quand on l'a dit, ça n'a toujours rien expliqué. Une API, c'est tout simplement le moyen qu'on va donner à des développeurs donc qui vont faire vos sites internet, qui vont faire vos applications mobiles, etc. Vous allez leur donner un accès direct à des contenus ou à des données qu'ils peuvent réutiliser dans cette app ou ce site qu'ils sont en train de faire. Ça peut être vos propres développeurs qui travaillent pour vous, mais comme je le disais, des développeurs qui travaillent sur d'autres projets. Vous contrôlez l'accès que vous leur donnez. Donc, l'idée, c'est que les API permettent d'aller chercher à la source des contenus. Aujourd'hui, la source, c'est important. On parle beaucoup de traçabilité, notamment les institutions ont quand même aussi parfois, je ne sais pas si c'est le cas dans le théâtre, mais dans les musées, ça a été beaucoup le cas, peuvent avoir aussi des problématiques d'authentification, si je puis dire. Donc, on va chercher les données à la source et on les réutilise. C'est un très, très bel outil, les API, qui est très utilisé. En fait, c'est vraiment l'outil qui fonde tous les usages numériques d'aujourd'hui. Tout est interconnecté.
Du fait de cette interconnexion, c'est vrai qu'il y a finalement une utilisation assez abusive, puisque dès qu'on ouvre une app, elle va piocher énormément d'API pour vous proposer des contenus, pour mesurer ce que vous faites, pour vous tracer, etc. Donc les API sont parfois pointées du doigt comme étant aussi des outils voilà, qui sont problématiques dans la surconsommation énergétique du numérique. Mais si on la passe à la slide suivante, lorsque vous faites un projet, si à un moment vous avez un projet comme ça de création, par exemple, de contenu que vous allez faire ou vous allez participer à un projet et fabriquer une API ou utiliser une API externe ou la vôtre pour nourrir une app ou un site. Ça n'empêche pas de se poser les bonnes questions. Lorsqu'on ouvre une page de votre prochaine app mobile ou site internet, ce n'est pas forcément la peine d'aller chercher des centaines d'API. Il y a littéralement des pages. Parfois, on ouvre une page, ça va chercher 400, 600 API. Donc, il y a toujours une question de bon sens quand on fabrique un site. Quand on fabrique une API, est-ce qu'on a vraiment besoin, d'accord, on a plein de données, est-ce que c'est la peine de tout donner? On peut se poser la question de quel va être l'usage des développeurs qui vont réutiliser ces données, de quoi auront-ils besoin? Une chose qui est très courante dans les API, c'est que tout le monde est obsédé par le temps réel. J'ouvre dans Vidéo Muséum la page des collections d'un musée. Est-ce que vraiment c'est si important que ça qu'on ait les données à l'instant T? Les données dans un musée, elles bougent, mais à leur vitesse. On peut très bien avoir des données qui datent de la veille. Elles peuvent éventuellement, suivant votre secteur d'activité, avoir une semaine. Ce n'est pas forcément problématique. Donc, le réflexe du temps réel, on peut le remettre en question. Et puis après, on a toujours la question, vous en avez, je crois, parlé ce matin, des algorithmes. Est-ce que vraiment, quand vous ouvrez votre API, vous voulez que les contenus qu'on vous offre, on vous les travaille, on suppose quel va être votre intérêt, ou est-ce que peut-être vous pouvez donner des choses à plat, pas trop travaillées, et c'est ensuite la personne qui fera le site qui ira peut-être les agencer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est quelques petites questions qu'on peut se poser. Mais voilà en tout cas un point de départ sur un réseau qui permet, moi comme je dis toujours, Vidéo Muséum et d'autres infrastructures de ce type, enfin, d'autres modèles de ce type, permettent de considérer vos contenus comme une infrastructure. Vous l'avez dans le réseau, elle est à disposition soit via notre Navigart que vous pouvez mettre dans d'autres sites, qui est une interface déjà faite, soit via une API qui vous permet d'aller chercher les contenus et de construire les outils numériques que vous désirez, mais vos données sont disponibles immédiatement. Vous n'avez pas à aller faire remuer ciel et terre pour y avoir accès et travailler avec. Donc, c'est vraiment l'idée de concevoir ces données, ces contenus comme une infrastructure. Merci Isabelle. Voilà. Je vois dans le chat que quelqu'un parle de la plateforme Numérique Danse, qui est effectivement une des plateformes de mutualisation à l'échelle du spectacle vivant, qui a été conçue par la Maison de la Danse. C'est intéressant d'aller regarder ces différents projets, en tout cas qui partent de lieux et qui partent au service des lieux et non pas qui sont imposés par un tiers qui voudrait mettre en place des outils qui pourraient nous sembler utiles. Mais voilà, en tout cas, l'idée de repartir d'un besoin métier me semble très intéressante. Je me suis noté quelques points comme est-ce que ce fait de travailler ensemble, parce qu'une des questions qui se pose aujourd'hui pour exister dans le monde de la couche numérique pour des structures culturelles parfois petites, c'est effectivement la question du référencement et de la découvrabilité des contenus culturels, qui est un sujet aujourd'hui. Donc, potentiellement, ce travail de mutualisation permet de faire exister la diversité culturelle beaucoup plus fortement que si on est isolé chacun de son côté. Est-ce que je m'avance ou est-ce qu'a priori l'outil permet de favoriser cette découvrabilité? Alors, c'est un excellent sujet que tu soulèves là. Alors, moi, je suis arrivée chez Vidéo Muséum cet été. Un des sujets sur lesquels on est en train de travailler, c'est le référencement des fameuses pages des œuvres des collections qui, pour l'instant, n'avaient pas, enfin voilà, la manière dont la plateforme a été conçue, malheureusement, ne prenait pas en compte, enfin, n'était pas propice au référencement. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on est littéralement en train de travailler, parce que ça va être mis à jour en fin d'année.
mais c'est très important. En revanche, là où Google ou pas Google, ça marche déjà, si je puis dire, c'est que par exemple dans la base commune, elle est utilisée par les professionnels du secteur qui peuvent aussi être des commissaires d'expo qui nous demandent accès à la base commune, on leur donne volontiers. Et en fait, du fait qu'ils vont accéder à cette base commune, ils vont sans doute voir des acteurs qui sont d'assez petite taille, mais du coup, ils sont dans le même, ils ne sont pas oubliés, si je puis dire, sur Internet, enfin, comment dire, il ne faut pas aller les chercher, ils sont là. Donc, c'est aussi le côté réseau, bien entendu, qui fonctionne à plein sur ce type de… Oui, il me semble que ça fait écho à la question que pouvait se poser le ministère de la Culture en déployant un outil comme Sibyl pour avoir une vision un peu de ce qui se passe en France aujourd'hui et qui a été plutôt un déploiement compliqué. En tout cas, le rendu n'est pas celui attendu. Mais en tout cas, cette question d'avoir une vision sur ce qui existe de manière assez, enfin, exhaustive, non, parce que vous avez 70 membres, vous n'avez pas tout le monde, mais cette question se pose. La question de la représentativité aussi des artistes, des outils qui permettent, des outils un peu de pilotage des politiques publiques. Potentiellement, ce sont des éléments intéressants dans la conception d'un outil de ce type. D'éviter la duplication des données aussi, quand on voit que nous, dans notre secteur, pour l'instant, n'ayant pas forcément d'outil central, et c'est une question au TMN Lab qu'on traite depuis longtemps, on va dupliquer des bandes annonces de spectacles, dupliquer des documents de dossiers, etc., et plus difficilement mutualiser. J'aurais une dernière question pour des questions d'hébergement de ces données-là, par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé de ça ce matin, on en reparlera encore là avec Maxime. Quelle solution avez-vous choisi en termes d'hébergement des données? Alors aujourd'hui, l'hébergement, il se fait chez nous, c'est-à-dire qu'à 2 portes de mon bureau, il y a une salle serveur avec une vingtaine de serveurs et une climatisation. Pour tout vous dire, ça peut avoir l'air sympa. On n'est pas chez un gros hébergeur dans le cloud, etc. Je pense qu'en termes écologiques, c'est une aberration. Parce que pour le coup, les économies d'échelle, je pense, fonctionnent vraiment dans des grands espaces. C'est aussi leur métier. Nous, ça n'est pas l'hébergement, c'est vraiment un métier, et en termes de sécurité, en termes de résilience. Je vous avoue que voilà, nous on garde un œil, il y a des matins où il y a des choses qui craquent, on va voir ce qui craque. Donc, un des projets qu'on a, c'est d'externaliser l'hébergement. Je pense qu'on a grandi aujourd'hui, ça ne devrait plus être chez nous. Et à voir si dans nos appels d'offres, quand on va passer un appel d'offres, on va sans doute mettre assurément une clause d'éco-responsabilité. À voir après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des offres d'hébergement qui cochent un peu toutes les cases. Nous, on fournit une infrastructure pour un réseau de vraiment très large et certains membres très importants. On verra le jour J, mais je pense qu'on a quand même pour parler très clairement, il sera important d'avoir une fiabilité extrêmement bonne. Et bien entendu que l'écologie va jouer, mais malheureusement, je pense que le moment venu, si jamais il y avait un petit hébergeur très vertueux, je ne sais pas aujourd'hui si c'est forcément c'est celui-ci que je pourrais aller. Voilà, c'est des questions que je me On pose. pourra en parler aussi avec Maxime après, qui est un des membres, avec son collectif, un des membres fondateurs de Chaton. Donc, ce sera intéressant d'avoir le regard. J'ai juste une phrase en chat de Jérôme Ramaker qui dit « Cela pose la question des apps mobiles versus les web apps, nouveau paradoxe utilisateur entre la médiation numérique collaborative et le téléchargement important des données one-shot ». On reprendra ce sujet par la suite pour pouvoir donner la parole à Maxime Gage. Parce que du coup, par rapport à toutes ces questions de mutualisation, de responsabilité et de solutions alternatives, la question de l'open source nous paraissait essentielle à aborder. Et la manière de recréer du commun ensemble et qui participe de la diversité. Et la diversité, clairement, est une de nos missions. Et donc, Maxime, je vous donne la parole pour poursuivre cet échange. On ne vous entend pas, Maxime. Je pense qu'il y a un problème de micro. Ah, voilà, là c'est bon. Parfait. Désolé. Pas de souci. Donc oui, pour reprendre, merci Isabelle pour la présentation de Vidéo Muséum. Et je pense que pour enchaîner et répondre aussi ce matin, donc on a beaucoup parlé des GAFAM et des réseaux sociaux. Et ben, justement, je voulais démarrer en vous parlant d'une plateforme qui s'appelle Mastodon, donc qui est un outil open source. Donc, juste avant de lancer la vidéo, je vais peut-être
juste expliquer en 2 secondes que c'est un outil qui permet de faire un réseau social, de lancer son propre réseau social. Donc là, on est sur un point de vue un peu plus spéculatif, mais peut-être qu'il y a un intérêt à ce que des lieux comme des théâtres s'en emparent. Donc des gens vont peut-être voir cette petite vidéo pour voir comment ça fonctionne et puis après rebondir dessus. Je la lance. What is Mastodon? Mastodon is an open source social network. Similar to Twitter or Tumblr, users can make profiles, post messages, images, or videos, and of course follow other users. Messages follow a 500-character limit and are displayed in a chronological order. Unlike other platforms, however, Mastodon is decentralized, meaning that there is no one server, company, or person running it. While other social media platforms are owned and operated by a single corporation who has full control over everything, anyone can create and run their own server of Mastodon. How does this work? When someone creates their own version of Mastodon, this is called an instance. Since Mastodon is open source, anyone can create their own instance of Mastodon with their own set of rules. Because of this, all instances are owned, operated, and moderated by the community that creates them, and not some large corporation which tracks your data to sell to advertisers. In most cases, Mastodon instances are crowdfunded, not financed. But how do these instances communicate with one another? While users within an instance can, of course, follow each other, they can also decide to follow users within other instances. So while each instance of Mastodon is privately operated, their users can still communicate with members from other servers seamlessly. Of course, communities who want to remain private don't have to communicate with other servers. This is in the hands of its users. Mastodon also offers effective anti-abuse tools to help moderate instances as users see fit. Ultimately, Mastodon is a social network which puts the user first. Unlike traditional social media, Mastodon can't go bankrupt, it can't be sold, and it can't be completely blocked by governments. Users are free to join whichever community they want and communicate with whomever they want. With over 1 million registered users across multiple different languages, Mastodon is growing fast. Not sure which instance to join? Click the link below to find one that's right for you. Donc pour reprendre vis-à-vis de cette vidéo, donc là dans la vidéo il est question de 1 million d'usagers. Aujourd'hui on est à plus de 3 millions sur Mastodon. Donc l'intérêt en fait d'une telle plateforme, c'est qu'on reprend vraiment la main sur l'outil. C'est-à-dire que là où sur Facebook ou Instagram, enfin Instagram appartient à Facebook, mais tous ces réseaux, on va être tout le temps soumis en fait aux règles qui sont imposées par l'entreprise, donc à devoir acheter du reach, etc. Et puis par aussi les modèles de ces entreprises. On sait qu'au niveau fiscal, elles ne sont pas du tout exemplaires à ce point de vue-là, donc aussi ça pose la question des budgets qui vont dans ces entreprises. Là, on pourrait imaginer, grâce à Mastodon par exemple, que plusieurs théâtres pourraient, un peu à l'instar de ce qui est fait avec Vidéo Museum, plusieurs théâtres pourraient se mettre ensemble autour d'une association par exemple, et mettre en place un tel réseau social à disposition des théâtres, mais également de tous leurs usagers, et donc avoir des espaces où vous pourriez diffuser vos contenus auprès de votre public, et où vous seriez seul maître de la modération, et donc les liens qui se feraient avec votre public sur ces plateformes vous appartiendraient complètement. À aucun moment, il y aurait une entreprise qui viendrait vous dire « maintenant, vous devez payer pour continuer de toucher votre public » ou bien « telle œuvre ne convient pas à nos règles de modération, donc on va l'enlever », etc. Donc, ça rouvre vraiment la relation avec le public d'une manière diverse et telle que vous la souhaitez. Et par ailleurs, on peut imaginer, comme c'est open source, de même réinventer. Donc ça fonctionne avec des API, hein, comme l'expliquait Isabelle. Donc on peut être aussi libre d'inventer une interface à ces outils-là qui pourraient s'adapter au monde du théâtre. Aujourd'hui, ce sont des posts qui ressemblent un peu à Twitter avec des likes, etc. Mais on pourrait imaginer demain qu'on pourrait enlever ces paramètres-là pour susciter d'autres modes de découvrabilité, par exemple, des contenus qui seraient
diffusés. Donc, l'idée, effectivement, c'est peut-être, c'est pas de dire d'un point de vue très radical, il faut partir de Facebook, il faut partir d'Instagram et tout de suite aller sur Mastodon. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue court terme, il faut bien être là où sont les gens. Par contre, il y a peut-être un vrai intérêt à trouver des moyens d'investir sur des moyens et long terme, une diversité d'approches et donc amener les publics vers ces réseaux-là. Alors peut-être à travers différentes stratégies, peut-être en expliquant par exemple que certains contenus un peu privilégiés seraient à retrouver sur ces plateformes, etc. Donc y aller de manière progressive, inventer des stratégies comme ça pour proposer au public d'accéder à ces plateformes qui les respectent, puisque aussi les données qui vont transiter sur cette plateforme appartiennent complètement aux personnes qui la font fonctionner. Donc demain, ça permettrait par exemple, en tant qu'espace culturel, de dire, ben voilà, si vous venez suivre nos événements, nos contenus sur notre profil Mastodon plutôt que sur notre profil Facebook, eh bien on vous garantit que, toutes les données qui vont transiter sur ça, elles vous appartiennent. Nous, on les respecte, parce qu'il n'y a que nous qui les gérons. Il n'y a pas d'entreprise tierce sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Par ailleurs, dans une logique écologique, vous pourriez très bien dire que les serveurs et les machines qui sont utilisées pour faire fonctionner ce réseau social aussi respectent toute une charte de numérique responsable, telle qu'on a pu les évoquer ce matin avec Bella Lotto. Donc tout ça, ça participe de modes de valorisation aussi des contenus que vous diffusez en ligne. Ça ouvre voilà, une nouvelle palette de valorisation de ces contenus qui n'est pas possible sur Facebook ou Instagram, où là on est soumis à ce tiers. Et donc voilà, cette association, elle n'existe pas, enfin dans le monde du théâtre, mais en tout cas moi j'encourage, et si Yana que ça inspire, et bien, je serais ravi d'en discuter avec vous. Par contre, alors, il y a une autre approche. Je vois Oui. quelqu'un rebondir en disant qu'effectivement, qu'à ce stade, mais ça fait écho à ce que Oui. vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une structure culturelle nationale, c'est Romain Carly qui intervient du Phénix à Valenciennes. Je n'imagine pas me passer des réseaux classiques, mais cela est intéressant. Et effectivement, l'idée n'est pas aujourd'hui de quitter des lieux où on va chercher des nouveaux publics, mais en revanche, c'est plus la posture de dire potentiellement, si on veut faire venir des publics dans un espace de réseau social, peut-être qu'on peut créer les nôtres et qu'ils soient des réseaux qui circulent sur un territoire, qui circulent d'un lieu à l'autre. Moi, je pense que voilà, c'est une question de pas être. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent à ces choses-là, qui s'en vont de Facebook, qui s'en vont d'Instagram. Et donc, pour juste ne pas être dans une logique d'exclusion, mais dans une logique d'inclusion, je pense que c'est important déjà dans un premier temps, à minima, d'avoir aussi, de se créer des profils sur ces plateformes-là. Et de la même manière qu'on se dit qu'il faut diffuser son contenu aussi sur TikTok ou je ne sais quoi, et bien se dire que juste c'est un canal de plus sur lequel déjà dupliquer à minima ce qui est fait sur les autres réseaux. Je pense que ça, c'est le minimum qui peut être en place, et la suite, après, effectivement, ça n'engage que les lieux à s'en emparer, à se développer avec. Après, je crois que effectivement, ça peut introduire certaines contraintes, mais c'est aussi avec ces contraintes-là qu'on peut développer des nouvelles choses qui seront intéressantes sur le long terme. On le voit des compagnies comme la compagnie Jérôme Bel qui a eu une position assez radicale sur l'avion, bien on pourrait imaginer des lieux qui pourraient avoir des positions aussi radicales sur la façon dont ils vont diffuser leur contenu sur les réseaux. Je pense que voilà, il peut y avoir une diversité d'approches, mais en tout cas c'était pour parler de cette approche-là. Il y a deux personnes qui soulèvent des questions aussi. On a Nicolas Rosset de Mapado et Cyril Leclerc, consultant, qui souligne: est-ce qu'internaliser ce genre de plateforme, Mastodon et autres, n'est pas aussi faire porter une responsabilité sur les structures, notamment en termes de modération et de filtrage des commentaires, qui n'ont pas forcément envie d'assumer ou les moyens de faire? Idem sur les données personnelles. Est-ce que les structures sont plus dignes de confiance que les BAFAM, qui sont quand même hyper surveillées? C'est vrai qu'aujourd'hui, les structures culturelles ne sont pas encore forcément en conformité avec le RGPD, n'ont pas encore forcément une culture de la gestion de la donnée qui soit alignée avec la loi. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors tout à fait, moi je pourrais, à ce niveau-là, c'est pour ça que je parlais d'une association, par exemple, je pense qu'il faudrait imaginer une entité tierce qui pourrait être une association qui va gérer cette partie-là, qui va permettre de mutualiser l'effort
entre les lieux au niveau effectivement des questions de maintenance de cet outil, d'hébergement et aussi de modération. Mais sans rentrer dans le détail, puisque là on est un peu plus sur du spéculatif, et c'était important pour moi de vous montrer que des choses existent, qu'elles sont en place, qu'il y a des millions de personnes qui sont déjà à cet endroit-là et qui y sont. Et effectivement, c'est vrai que la question du réseau social, elle est compliquée parce qu'elle est en lien avec l'extérieur et donc avec les stratégies de communication qui sont propres à chaque lieu. Et on sait que les publics sont effectivement massivement présents sur Facebook, Instagram, etc. Pour autant, il y a la question des outils déjà en interne, Google Drive, Slack, Zoom. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut potentiellement changer très vite sans forcément que ça vienne voilà, en conflit avec la question de la stratégie à l'extérieur de communication. Et donc, à cet endroit-là, je peux vous parler de Indie Hosters. Donc, Indie Hosters, c'est une association donc, qui fait partie des Chatons. Donc, les Chatons, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui est une initiative qui a été lancée par l'association Framasoft, qui est française et qui est très engagée sur la question des logiciels libres et la question de créer voilà, de favoriser un numérique qui est respectueux des citoyens et des citoyennes. Et donc, nous, quelque part, là, ce qu'on propose, c'est que cette association, elle est déjà en place, nous, ça fait plusieurs années, et on propose de manière simple et on accompagne tout un tas de partenaires à passer sur des outils qui sont des alternatives à Google Drive, à Slack, à Zoom, donc pour être plus clair, donc, du partage de fichiers en ligne, de la collaboration, de la messagerie instantanée. Et donc ce que nous on propose avec ça, c'est que nous on s'occupe de toute la difficulté justement technique, on s'occupe de la maintenance, on propose de la haute disponibilité, c'est-à-dire qu'on a par exemple des partenaires qui sont à plusieurs centaines d'usagers dans leurs organisations qui utilisent ces outils, qui sont stables, qui fonctionnent sur leur mobile, etc. Et tous ces outils sont des logiciels libres open source. Donc vous n'êtes pas non plus enfermé chez nous. Si à un moment vous voulez réintégrer l'outil sur vos propres serveurs ou chez un autre hébergeur, vous pouvez aussi bouger. Impossible à faire par exemple avec Google Drive. Et nous fonctionnons dans une logique de commun. C'est-à-dire que nous sommes une association, on ne cherche pas à faire du profit. Nous, notre but, c'est de mettre en place des ressources dans une question de durabilité, donc de pérennité. Et donc, on évalue ensemble un montant de contribution qui serait, voilà, qui est la contribution financière que va apporter une entité qui va vouloir profiter de ces outils-là. Et ensemble, on met en place les choses et on a aussi un réseau d'accompagnants qui peuvent aider la structure à faire la migration ou à passer ou être plus efficace sur ces outils de collaboration. Donc voilà, autant la question sur Mastodon, elle est un peu plus spéculative au sens où il y aurait plein de choses à mettre en place. Et effectivement, elle est assez compliquée pour les questions qui ont été relevées, notamment par Romain Carlier, par exemple. Autant la question des outils, elle est plus facilement, la transition est plus facilement opérable. Et avec Indie Hoster, on la rend, on vous accompagne sur ça. Et par ailleurs, tous nos serveurs, donc on a aussi, les serveurs sont basés en Allemagne, ils sont alimentés à 100% en hydroénergie et on fait attention à avoir des machines de seconde main. Alors elles ne sont pas toutes de seconde main, mais on y travaille. Et je pense que je vais aussi beaucoup contacter, je pense, Bella Lotto dans la suite de ces jours pour aussi discuter avec elle de comment on peut continuer encore de faire mieux de ce côté-là. Voilà. Merci, effectivement, en tout cas, ces outils open source ont beaucoup évolué, on le voit. Notamment, une des difficultés au sein de l'entreprise qui peut se poser quand on veut basculer sur l'open source, c'est en fait l'UX, c'est comment on va, par exemple, utiliser depuis son téléphone, l'utiliser donc en mobilité, et qu'on ait le même niveau de service, en tout cas des premiers niveaux de service qui sont offerts par les GAFAM. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des niveaux assez intéressants de services. Donc, c'est le moment d'aller les explorer. Du coup, alors, j'ai une question de Cyril Leclerc.
Alors, il y a un échange qui se passe, excusez-moi, Jérôme Ragamaker, d'un côté, être là où se trouve le public, d'un autre, décider ensemble des outils qu'on utilise. Et Cyril Leclerc qui rebondit, oui, c'est bien résumé, mais ne peut-on pas sensibiliser les publics et leur proposer de décider avec la structure? Ça revient aussi à la question qu'on posait ce matin, effectivement, de poser la question de la structure qui participe de la culturation aussi des publics, ou en tout cas qui construit avec les publics. Et la question de la co-construction, elle est centrale dans ce qu'on défend au TMN Lab depuis toujours. Donc, ça pourrait être un vrai outil de relation à la communauté. Je vous propose de passer sur la slide suivante pour poursuivre cet échange, qui est choisir ou mettre au défi ses prestataires et ses partenaires. Pour nous, c'était important donc, de regarder un peu des modèles de mutualisation, d'explorer cette question de l'open source, et puis de se poser la question de, voilà, nous, quelles sont nos possibilités vis-à-vis de nos prestataires avec qui on travaille. Par exemple, on parlait de la personne qui va faire notre site web, notre logiciel de billetterie, etc., ou d'autres. Et donc, un peu, quelles possibilités on va avoir. Ce matin, on a évoqué notamment le fait et on en a reparlé tout à l'heure, de mettre dans nos cahiers des charges des notions d'éco-conception, par exemple. Pour démarrer là-dessus, je voulais donner à nouveau la parole à Isabelle par rapport au challenge sobriété numérique, pour que tu puisses un peu nous parler de ce challenge typiquement, et c'est une des opportunités sur lesquelles, des entreprises avec lesquelles on pourrait participer. Tu peux nous expliquer un peu ce que Oui, c'est? alors le challenge sobriété numérique, c'est un défi qui a été lancé il y a 1 an en fait par une conférence à laquelle je collaborais pas mal pendant 2 ans, qui s'appelle les API Days. Donc on a parlé d'API, donc c'est voilà, une conférence qui est vraiment spécialisée là-dessus. Et justement, voilà, l'équipe d'organisation des API Days, j'en faisais partie, et on se disait que c'était très sympa, voilà, ce temps réel, ces choses incroyables, ces API de paiement, ces API de tout ce qu'on veut qui existaient, ces gens qui venaient témoigner des avancées, etc., dans nos conférences, mais on trouvait qu'il y avait, en fait, on était en train d'aller vers quelque chose qui ne nous plaisait pas à 100% parce qu'il y avait justement cette problématique de l'écologie, qui était une problématique dont on parlait aux API Days, mais un peu en espèce de toile de fond. Voilà. Donc, on a décidé de passer à quelque chose qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire pas juste inviter des gens à parler, même si c'est extrêmement important, mais lancer un événement dans lequel les gens allaient faire. Et ce que j'ai bien aimé dans cet événement qui avait été lancé, c'est qu'il n'a pas été lancé sous forme de hackathon. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec les hackathons, c'est des choses qui ont été très en vogue. Il y a beaucoup de hackathons culturels. Le hackathon consiste en gros souvent c'est 48 heures, mais ça peut être plus ou moins. Un hackathon consiste à créer un événement qui est assez ouvert, les gens arrivent, ils sont porteurs de projets ou simplement ils s'agrègent à un projet existant et puis ils développent des choses pendant 48 heures. Là, ça a été un format différent, c'est-à-dire que pour s'inscrire au défi, il fallait faire partie d'une équipe qui avait un projet déjà en cours. C'est-à-dire que les équipes étaient déjà existantes. Soit c'était un projet numérique, un nouveau projet qui était en développement ou qui allait être développé, soit ça pouvait être une équipe qui était chargée d'un projet, type ça pourrait être Vidéo Muséum par exemple, et qui disait, nous en fait on voudrait améliorer le bilan écologique d'une partie de notre appli ou de notre appli. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce challenge, c'est il a duré 3 mois, donc les équipes s'inscrivaient, il y avait 3 phases, 3 ateliers et sur 3 mois. Et en fait, la première phase, donc ça commençait par un atelier d'une demi-journée. On a fait ça en partenariat avec Fairness, qui est une structure qui travaille sur l'écologie depuis l'écologie numérique, depuis très longtemps, bien avant que ça se répande dans le grand public. Donc, on a travaillé avec Fairness et on a fait donc 3 ateliers. Le premier vise à repenser la conception même d'un service ou d'une application numérique en réutilisant des méthodologies qui sont bien connues, qui sont par exemple le cycle de vie du produit, le customer journey, donc des choses assez classiques, mais en les revoyant du côté de l'écologie et de la consommation des ressources. Donc le premier atelier avait lieu, où il y avait quand même, les gens venaient avec leurs projets, s'appropriaient des démarches, puis pendant le mois suivant, les mettaient en œuvre.
Le deuxième atelier, c'était sur l'architecture. Donc là, on a beaucoup parlé de cloud, de non-cloud notamment. Beaucoup d'architecture, enfin l'architecture numérique. Et le troisième, c'était sur le développement lui-même, comment on peut avoir un code optimal. Donc, chaque fois, c'était le même principe. Des ateliers l'équipe venait. Il était interdit de ne pas venir avec l'équipe entière. On ne disait pas l'atelier d'architecture numérique, c'est que les architectes, ou l'atelier de conception, ce n'est pas les développeurs. Tout le monde doit être partie prenante de la chose. Et sur l'évaluation ensuite du projet, parce que c'était un challenge, donc il y avait des gagnants, c'était leur démarche, la qualité du travail qu'ils avaient pu accomplir pendant ces 3 mois, mais c'était aussi quelles actions de sensibilisation ils allaient, eux, mettre en œuvre à l'intérieur de leur entreprise ou de leur équipe. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu, dans les gens qui sont inscrits, des acteurs publics, des acteurs privés, des startups, des très gros groupes, des équipes projets, mais aussi des équipes de conseil, d'entreprises de conseil qui font du conseil et du développement. Donc, c'était le premier. Le deuxième va être lancé là sous peu. Donc, il est tout à fait, voilà, j'enjoins quiconque a envie, ne serait-ce que de rentrer en contact avec l'équipe, voilà, pour demander des renseignements. C'est vraiment quelque chose de très utile. C'est très concret, c'est assez court, ça demande quand même un véritable investissement, mais j'aime bien ce challenge parce que voilà, j'ai trouvé qu'il avait un but. Aucune de nos équipes n'a lâché en cours de route. Et à la fin, on a sorti un livre blanc que nous avons bien entendu appelé livre vert. Sur nos apprentissages et ce que ça avait apporté à tout le monde. La chose, je dirais, qui est ressortie de la manière la plus importante était que l'équipe des API Days avait comme sponsor pour ce challenge Google Cloud. Et Google Cloud, je peux vous dire que les gens n'ont pas ménagé leur retour à Google. Ce qui est ressorti de manière intéressante, c'était qu'en gros, on pouvait agir à peu près sur tout. La chose qui était la plus problématique, c'était finalement l'hébergement. En disant, c'est bien gentil, mais Google, ils sont venus, hein, ils nous ont dit Google est neutre écologiquement depuis, je ne sais plus quelle date, ils ont dit 2017, tout le monde a éclaté de rire. Voilà, donc c'était... ces choses-là ont vraiment été remises en cause et surtout des choses très concrètes ont été demandées aux hébergeurs. C'est-à-dire, moi, quand je choisis une solution d'hébergement, est-ce que je peux avoir des métriques? Est-ce que je peux avoir un tableau de bord? Est-ce que je peux savoir combien consomme mon app? Et en fait, la réponse a été non, c'est dans le cloud, c'est tout mélangé avec tout, on ne peut pas tracer. Donc, voilà, c'est des choses qui sont vraiment remontées. Donc, ces choses-là avancent comme elles, c'est toujours par petits pas, mais c'était intéressant de voir ce que ce premier challenge a donné. De savoir qu'il y a un deuxième, c'est intéressant aussi. Parmi les lauréats du challenge, le nom m'échappe, mais on le repartagera dans le compte-rendu. Le lauréat du challenge, a priori, qui a réussi à vraiment faire baisser la consommation de ses requêtes et était très content de ce qu'ils avaient pu faire avec ce challenge, en ont profité du coup à faire un état des lieux un peu des outils qui permettaient d'évaluer la consommation justement de ces solutions, services numériques, etc. A fait exactement ce constat de dire qu'aujourd'hui c'est très compliqué de calculer et du coup ils ont un peu listé des outils que on partagera dans le compte rendu et ils en ont développé un eux-mêmes qui s'appelle Argos, qui est open source aussi. Et donc, du coup, ça permet d'offrir une solution aussi pour essayer d'évaluer la consommation de ces API, de ces services, etc. Tout à fait. Il y a eu des choses comme ça qui ont été partagées, mises en open source, des projets qui veulent continuer l'an prochain. C'était une première année, mais on revient l'an prochain. Pas pour gagner, hein, c'est vraiment parce qu'ils veulent continuer sur ce sujet. Parce qu'ils progressent. Ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit. Par exemple, quand tu parles de Google Cloud qui annonce qu'il est neutre depuis 2017 et que tout le monde a ri, effectivement, du coup, c'est la question de quelles sont les manières de mesurer en fait qu'un prestataire qu'on choisit, il est neutre ou il est responsable vraiment. Aujourd'hui, c'est difficile de s'en rendre compte parce qu'effectivement, en termes de label, on va choisir quelqu'un. Est-ce que c'est réellement une posture responsable dans la structure avec des actions qui sont menées pour réduire l'impact écologique ou est-ce que c'est du greenwashing et on va juste planter des arbres pour compenser son impact écologique? Auquel cas, on n'est pas du tout dans un impact. Je vois Jérôme Ramarqueur nous propose un outil aussi, on le partagera dans les autres. En tout cas, là, du coup, je remettais quelques exemples. Donc, on a parlé du label numérique responsable que Béla a beaucoup évoqué tout à l'heure. On voit qu'un chantier a été lancé avec la BPI France pour accompagner des petites structures et des PME dans leur
dans leur déploiement d'un numérique responsable et dans un processus de labellisation. Donc, ça peut être des démarches intéressantes pour des structures qui veulent se mettre dans ces mouvances. Et nous, du coup, pour choisir des prestataires qui sont labellisés NR, sachant qu'aujourd'hui, le label NR est tout neuf. Donc, très peu de structures sont labellisées. En faisant des recherches, j'ai pu identifier d'autres types de labels, mais aujourd'hui, j'ai du mal à savoir lesquels sont vraiment fiables ou pas. Mais éco-conception, le label entreprise numérique responsable. Donc, en tout cas, voilà, ça peut être une manière pour nous de choisir les gens avec qui on travaille ou d'inciter nos prestataires à aller dans ce champ de la labellisation. Mhm. Est-ce qu'on a des questions côté Marion ou Non, moi, j'ai Marie? pas vu de. Enfin, j'ai vu une... Non, on a répondu au fur et à mesure. Ouais, j'ai vu une main levée très furtive et qui s'est abaissée immédiatement. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a à nouveau quelqu'un qui a envie de poser une question? Ben, je n'ai pas l'impression. Non. En tout cas, je vois. Oui. Attends, il y a Maria. Donc, je vais donner la parole Ça à marche. Mariella. Voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, Marialia du 104 au téléphone. Merci beaucoup pour cette conférence à distance. Une question sur justement les démarches responsables sur les sites numériques, plus pour les théâtres et les lieux culturels. Est-ce qu'il existe des aides pour accompagner la mise en place, la labellisation, l'accompagnement pour nos structures? Des financements, par exemple, pour aider spécifiquement le secteur culturel? Oui, par exemple, dans cette démarche-là. Alors aujourd'hui, on n'en a pas identifié spécifique au secteur culturel. La question, en tout cas dans les échanges qu'on peut avoir nous-mêmes avec le ministère, par exemple, sur ces questions, en fait, la question est très récente. Donc, l'accompagnement n'est pas structuré. On le voit, par exemple, l'accompagnement de structures hors du champ culturel, privé, etc., est très récent. Là, l'affichage que je vous mets de la BPI France, c'est de cette année. Le label numérique responsable date de l'année dernière. Donc, on est sur des choses très, très nouvelles. L'accompagnement du secteur culturel là-dessus, je pense que c'est un sujet à défendre et il faudra qu'on monte au créneau, certainement réunis, pourquoi pas via le TMN Lab, pour se faire accompagner là-dedans. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'en a pas identifié, non. Merci beaucoup. Il y a une question de Pascal Poma qui Oui. dit « Je ne connais pas assez le rôle des hébergeurs, mais il semble que OVH est le plus connu ou utilisé. Est-il un bon choix ? Et notre partenaire indépendant s'occupe de notre hébergement et finalement, il va lui-même chez OVH. » Maxime? Alors, pour OVH, alors je pourrais pas parler pour OVH parce que je ne connais pas exactement leur politique de ce côté-là. Nous, du côté de Indie Hosters, donc les outils, alors c'est pas, vous voyez une réponse de Émilie Robert, donc je parlais de Framasoft, mais ce ne sont pas vraiment les mêmes outils que Framasoft qu'on propose. Et donc les outils qu'on propose ont une attention particulière à l'ergonomie. Et du côté de l'hébergement, on passe par les data centers de l'hébergeur qui s'appelle Hetzner, qui est allemand, parce qu'il est particulièrement, en tout cas, avancé sur ce point de vue. Et on a choisi le site qui est placé à Falkenstein, qui, voilà, d'après ce qui est expliqué par Hetzner, est alimenté à 100% en hydroénergie. Donc, et de ce côté-là aussi, les serveurs, il y a régulièrement, ce que je peux vous dire aussi, c'est que régulièrement, Hetzner participe à des sortes de mises aux enchères de leurs anciennes machines d'occasion. Et donc, je sais que nous, on a récupéré, par exemple, certaines machines de seconde main comme ça, pour essayer de balancer dans les machines qui sont utilisées du neuf et puis de la réutilisation. Donc là aussi, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Voilà, qui sont en place et puis on peut s'améliorer de plus en plus, effectivement. En tout cas, pour OVH, rapidement, je regarde, c'est une société française implantée dans 19 pays. Donc, je ne me rends pas compte, en fait, dans quelle mesure en tout cas, quelle est leur politique verte, entre guillemets, par exemple, pour l'entretien et le maintien et l'alimentation de leurs serveurs. Et aussi, une des questions qui peut se poser quand on choisit un serveur, c'est sa localisation. Effectivement, Maxime, vous parlez de l'Allemagne. Mais on considère qu'un email, je crois, fait 15 000 km pour arriver d'une personne à l'autre, même si on est voisin de table, parce que les serveurs sont parfois hébergés très loin et que, mine de rien, ça pèse aussi sur le poids écologique.
même si c'est à la marge, je le rappelais Bella. Et donc, selon le rayon d'action de sa structure, on peut se poser la question d'être hébergé sur quelqu'un en France, sur quelqu'un à proximité ou sur une structure plus solide, peut-être éloignée. Caroline demande comment s'orthographie le nom de l'hébergeur allemand dont Maxime vient de parler. Oui, je vais l'écrire dans le… D'accord, merci Il Maxime. faudra qu'on le mette dans le compte rendu. Et c'est un hébergeur qui est dans le collectif Chaton, du coup? Non, alors en fait, si vous voulez, nous, on passe par un data center. Donc en fait, nous, on fait le travail, Indie fait le travail d'hébergement. Mais voilà, comme Isabelle expliquait, pour Vidéo Muséum, on n'a pas nos serveurs chez nous parce que ce serait extrêmement compliqué de les entretenir de manière écologique. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à un data center. Et ce data center, il est opéré par Hetzner, qui est un peu le OVH, on va dire, du côté allemand. Parce qu'on n'est pas chez OVH parce que pour l'instant, on ne connaissait pas assez bien, on n'avait pas assez de visibilité sur leurs engagements écologiques. En tout Voilà, cas, il y en a plusieurs. Je vois qu'il il y a Nicolas Rosset qui intervient pour donner des informations sur OVH. OVH utilise des systèmes de refroidissement à eau plutôt que des clims, développe des champs d'éoliennes. Comme le disait Isabelle de Vidéo Muséum, les gros hébergeurs font souvent des économies d'échelle aussi sur leur technologie écologique, tant par conviction que par souci d'économie. On mettra, je ne vais peut-être pas tout lire, mais en gros, il cite aussi Skyway, la filiale de Iliad Free, sur les data centers qui innovent et qui permettent de refroidir les serveurs sans clim avec peu d'électricité et peu d'eau. Donc, c'est intéressant effectivement de regarder ces différentes, différentes postures et voir jusqu'à où c'est réel leur c'est ça, et engagement. puis peut-être voilà, savoir qu'en tout cas, tant qu'on utilise des outils qui vont être libres, voilà, il ne faut pas oublier que ça nous donne la possibilité de bouger les choses. Donc on peut aussi démarrer quelque part, mais l'avantage aussi de travailler avec des outils qui sont open source, c'est que les données vous appartiennent, la plateforme, il vous appartient vous aussi de pouvoir l'installer là où vous voulez. Donc vous pouvez commencer à un endroit, mais vous n'êtes pas bloqué à cet endroit. Avec Google Drive, vous ne pouvez pas décider, bah, tiens, moi, mon Google Drive, je veux qu'il soit sur tel serveur de Google, ou etc. Là, dans ce modèle-là, si demain vous allez chez Hetzner et qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, OVH ou Scaleway fait mieux, bah, vous pouvez aussi bouger votre infrastructure, migrer vos données, vos outils sans problème. Voilà, donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et du point de vue des interfaces, par exemple, on travaille avec l'ADEME. L'ADEME utilise les outils de Indie Hosters pour une partie de leurs équipes. Récemment, ils nous ont demandé de modifier une partie de l'interface pour améliorer la facilité d'usage, par exemple, entre deux outils. Eh bien, l'effort que nous, on va mettre à cet endroit pour le modifier, toutes les personnes qui utilisent l'outil vont aussi en bénéficier, puisque c'est mutualisé. Donc là aussi, c'est tout l'intérêt de l'open source. J'ai Nicolas Rosset qui modère sur certaines initiatives de l'open source qui se sont quand même effondrées et qui ont laissé des clients sur le carreau. Ça dépend certainement des solutions qu'on choisit. Alors effectivement, peut-être pour répondre juste à ça, c'est important effectivement de jauger quand ce qui est important à voir quand on utilise des outils libres ou open source, c'est la communauté qui est derrière. C'est-à-dire que en fait, c'est ça qui va qui va permettre la durabilité de l'outil. Tant qu'il va y avoir des gens qui vont l'utiliser, en avoir besoin, il y aura des gens qui vont l'améliorer et le mettre à jour. Et donc, par exemple, chez Indie Hoster, nous nous basons sur des outils qui s'appellent Nextcloud. Nextcloud, c'est l'alternative majeure à Google Drive, etc. C'est utilisé par les services publics allemands notamment, et en France aussi, ça commence à être utilisé dans des universités. Donc, il n'y a aucun problème de durabilité sur ça. La messagerie instantanée, c'est RocketChat, etc. Donc voilà, on fait aussi attention à ça et on ne propose pas évidemment des outils qui sont tout nouveaux ou bien qui vont être utilisés que par 200 personnes. C'est effectivement un point très important à regarder, c'est le caractère dynamique de la communauté qui va être derrière une solution open source. C'est une question aussi de niche, on terminera là-dessus parce qu'après on va passer au sujet suivant, mais
L'exemple de la billetterie en open source a été grandement évoqué lors d'une rencontre sur la billetterie qu'on avait organisée au TMN Lab il y a peut-être 2 ou 3 ans, avec effectivement des solutions libres qui existaient, etc., et qui posaient des problèmes. C'est qu'en fait, on est sur un secteur de niche, donc la communauté, elle n'est pas si forte que ça. Donc en fait, le déploiement, il n'est pas du tout communautaire, il est porté par une structure qui, effectivement, si elle n'est pas suffisamment solide, s'effondre potentiellement. Alors que quand on travaille sur des solutions... Alors d'ailleurs, on a vu, Framasoft a fermé certains de ses services car ils n'étaient pas assez utilisés et pas assez investis. Quand on regarde d'autres solutions type OpenOffice, par exemple, ou LibreOffice, je ne sais plus quel est le nom aujourd'hui, on est sur des solutions qui quand même ont fait leurs preuves et continuent à être très, très utilisées. Et il y a une telle communauté derrière qu'a priori, ça ne retombera pas. Mais, Alors, oui. oui, juste pour répondre à Framasoft, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est parce qu'ils ont eu trop de personnes qu'ils ont fermé leurs outils, parce c'est que vrai justement, oui, ils ont en fait, ils ne veulent pas devenir un Google Peace, ils ne veulent pas justement participer à une vision centralisatrice. Donc, si vous voulez, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui utilisent leurs outils que eux, de manière à être dans une logique vraiment d'essaimage, on dit on coupe le robinet pour pousser les gens justement à aller vers tous ces autres hébergeurs alternatifs qui se mettent en place. Donc, il y a vraiment une... Enfin, Framasoft fonctionne très bien, donc non, Ah oui, d'accord. Merci de cette précision. Je pensais que les outils qu'ils avaient fermés étaient des outils qui marchaient moins bien, mais non, pas du tout. non, c'est Alors, l'inverse. c'est important de repréciser, effectivement. En tout cas, l'open source reste un grand sujet et aujourd'hui, des gens accompagnent aussi les déploiements open source, hein, comme vous le faites avec Indie Hoster, mais ça reste des questions qu'il faut aller explorer. Et comme à un moment, il a été posé question au niveau de l'État de déployer plutôt des solutions open source que des solutions propriétaires dans ses propres administrations, ce n'est pas forcément le choix qui a été fait, qui a été très, très critiqué d'ailleurs. Ça peut être une responsabilité aussi politique, en fait, de soutenir ce genre d'outils, sur certains en tout cas. Voilà, pour déployer ces solutions et les soutenir. Merci beaucoup. Je vois Framasoft garde une taille raisonnable et une démarche de partage pas mal. Merci, Émilie. Je vais passer à la session suivante. Merci beaucoup.